Bien, bonjour mesdames, bonjour monsieur. Donc nous sommes réunis ce soir dans le cadre de la mission de contrôle des comptes de la sécurité sociale, mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale, qui est une mission qui est co-présidée par Annie Vidal qui est à mes côtés et moi-même et qui a pour objet de contrôler les finances sociales et d'évaluer les lois de financement de la sécurité sociale. C'est dans ce cadre que cette mission a décidé d'organiser, de travailler sur un rapport sur l'évaluation de la qualité dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Le sujet des établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes n'est pas un sujet nouveau pour la Commission des affaires sociales, puisque notre mission est issue de la Commission des affaires sociales. En effet, Madame Ibora, qui est députée de Toulouse, a déjà travaillé sur une mission flash sur ces établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et c'est-à-dire une rapide mission en faisant un état des lieux. Et ensuite, elle a effectué un rapport, elle a réalisé un rapport plus approfondi en proposant différentes solutions qui pourraient être appliquées à ces EHPAD. Elle était accompagnée pour cela de Madame Caroline Fiat, qui est également députée. Donc aujourd'hui, nous avons voulu centrer la réflexion sur les critères de qualité qui pourraient être définis pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et Annie Vidal, qui est ici présente, a été désignée comme rapporteur, excusez-moi, de ce sujet. Donc c'est elle qui va mener l'audition. Je serai peut-être conduit, pour ce qui me concerne, à vous quitter quelques instants parce que nous allons avoir un vote important dans l'hémicycle et je n'ai pas donné de délégation de vote. Je dois même dire que j'en ai reçu une, donc c'est important pour moi d'aller doublement voter. Hein, vous m'excuserez si je dois vous quitter en cours d'audition, vers 17h20 à peu près. La dernière chose que je voulais vous dire avant de laisser la parole à Madame la rapporteure, c'est que cette audition est filmée et enregistrée. Madame la rapporteure, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, merci, Monsieur, d'être là pour la tenue de cette audition. Donc, comme vous l'a dit Monsieur Lurton, un certain nombre de travaux ont déjà été réalisés sur la thématique des EHPAD et nous centrons là maintenant notre réflexion sur la qualité dans les EHPAD et plus spécifiquement sur l'évolution qui pourrait être impulsée à la démarche qualité dans les EHPAD. Donc, je vais vous laisser dans un premier temps la parole pour chacun vous présenter et puis je vous poserai un certain nombre de questions. Donc, je vous remercie. Voilà, alors qui commence? On va commencer dans l'ordre si vous voulez, comme vous voulez. Allez, on y va. Madame De Vivi. Bonjour, Annie De Vivi. Donc, je suis la fondatrice du site internet hvillage.com et je coordonne les formations Humanitude en France. Et nous avons monté une association qui s'appelle Assume Vie, association Humanitude, évaluation milieu de vie, qui a créé le label Humanitude et dont je suis trésorière. Madame Agostino. Bonjour, Isabelle Agostino-Gachard, je suis directrice des soins de l'hôpital privé gériatrique des Magnolias qui est situé dans l'Essonne à Ballainvilliers et qui est en route vers le label Humanitude. Merci. Monsieur Thomasy. Bonjour, je suis Hervé Thomasy, je suis directeur de 4 EHPAD dans le Lot et une résidence autonomie, dont un EHPAD labellisé Humanitude. Merci. Madame Picard. Bonjour, je suis Anne Picard, je suis consultante dans le secteur social et médico-social depuis plus de 20 ans. Je suis la dirigeante du cabinet de consultants et de formation Axen, auteur de 3 ouvrages sur la démarche qualité dans le secteur social et médico-social, et donc à l'origine de l'idée du label établissement bien traitant auquel j'ai eu l'occasion d'associer une équipe, et donc j'ai amené avec moi quelqu'un de mon équipe. On va demander à Madame Abba de se présenter alors. Voilà, alors Sabine Abba, j'ai rejoint donc l'équipe en tant que conseillère du label établissement bien traitant. Après 23 ans passés en tant que cadre de santé, directrice de clinique MCO, directeur d'EHPAD et directeur d'établissement dans le secteur du handicap. Voilà. Donc j'ai une expérience vaste et dans le domaine sanitaire et dans le domaine médico-social. Merci beaucoup. Madame la rapporteure, on rentre dans le vif du sujet.
vous savez que la qualité dans les établissements d'EHPAD nous permet de voir quel est le regard que nous portons sur nos aînés. Ces derniers mois, cette question a été beaucoup débattue oralement dans la presse, et ces débats ont finalement généré dans la population quelques inquiétudes quant à la qualité de la prise en charge de nos aînés. Donc, j'aimerais que vous m'indiquiez, selon vous, comment est mesurée, évaluée cette qualité, et quelles seraient les évolutions qui pourraient y être apportées. Ok, vous voulez commencer? Allez-y, commencez, Madame de Vivi. Alors aujourd'hui, les établissements vivent des évaluations qui sont menées par qui sont orchestrées par une instance qui viendra d'être rattachée à l'HAS, à la Haute Autorité de Santé, et plusieurs initiatives comme celle que nous avons menée en proposant la mise en œuvre d'avis clients dans notre annuaire montrent à quel point les personnes, enfin en tout cas les personnes qui cherchent une place en établissement, ont besoin de se rassurer sur l'accompagnement qui va être mené. Elles ont besoin de se rassurer, mais elles ont aussi besoin de comprendre pourquoi elles payent le montant qui est demandé dans les structures et pourquoi ce montant n'est pas forcément en lien avec une qualité de prestation qu'elles attendraient. Et nous avons pu mesurer, puisque nous avons monté ces avis clients en particulier avec les fédérations professionnelles et les fédérations de famille, qu'un des premiers critères qui était demandé, c'était justement la qualité du personnel, la qualité de la gentillesse du personnel. Et c'est le mot gentillesse qui revient le plus dans les études que nous menons. Et en fait, avec le label Humanitude, c'est ça qu'on a justement essayé d'objectiver et de mesurer, ou en tout cas de rendre lisible. Ce label se décline en lien avec des formations des professionnels qui viennent bousculer les pratiques, qui viennent bousculer le prendre soin classique, de manière à proposer un soin qui soit à la fois bienveillant, bien traitant pour la personne âgée, bienveillant, bien vécu aussi par les familles, mais aussi surtout par les professionnels qui prennent soin d'elles. La question qui est vraiment fondamentale, c'est comment on outille le système pour que le système, avec un prendre soin différent, va mettre en œuvre un système de prendre soin vraiment objectivable. Donc nous avons travaillé autour de... On a 800 établissements aujourd'hui qui ont été formés et une centaine sont engagés vers le label, avec 15 qui sont labellisés. Quelle est la particularité de cette démarche? C'est que vous allez vous engager sur un référentiel de bonnes pratiques qui est assez conséquent. On a créé un référentiel autour de 350 critères qui objective 5 principes de bientraitance. Le premier principe qui objective cette gentillesse, c'est notamment 0 soin de force sans abandon de soins. Donc nous allons essayer de proposer des soins 100% en douceur, des soins qui soient toujours ajustés, quitte à avoir des reports de soins quand la personne à qui on propose ce soin ne peut pas les accepter malgré les techniques d'entrée en relation que nous enseignons aux soignants. Cette organisation va faire qu'il faut beaucoup tracer les contentions, les soins de nursing, et on va tracer notamment l'accompagnement pour permettre à ce qu'une équipe et une contre-équipe soient rassurées sur le prendre soin qui est proposé sur 24 heures et que l'ensemble des grands principes de la santé soient respectés aussi. Ça, c'est un des premiers grands critères du label. Le principe du label, c'est 0 soin de force sans abandon de soins. Le deuxième, c'est le respect de l'intimité et de la singularité. On va respecter le domicile. On ne rentre pas dans le domicile des personnes sans avoir tapé à la porte et attendu la réponse. On va mettre en œuvre une organisation ajustée ajustée aux horaires de vie des personnes qui sont accueillies, des repas, des activités qui soient totalement personnalisées. Ça peut paraître difficile, compliqué, mais
mais Isabelle et Monsieur Thomasy vont vous expliquer comment ça se passera concrètement sur le terrain. Vivre et mourir debout, c'est le 4e principe. Ça, c'est peut-être celui qui est le plus révolutionnant dans la tête de beaucoup des soignants. L'idée, c'est qu'on peut vivre, enfin, il faut rester 20 minutes debout sur 24 heures pour éviter la grabatisation. On va compter le nombre de personnes, on va compter ce temps d'accompagnement, on va compter le nombre de fauteuils qui restent éventuellement en salle à manger, on va compter le nombre de toilettes au lit, on va compter tous ces soins compliqués et on va outiller les professionnels pour permettre cette verticalisation sur 24 heures. On va mesurer l'ouverture sur l'extérieur, le nombre de sorties, le nombre de bénévoles, le nombre de projets créatifs, artistiques, intergénérationnels qui sont proposés. Et on va vérifier comment, le dernier grand principe, le lieu de vie, lieu d'envie. Est-ce que les projets d'accompagnement personnalisés sont réalisés et suivis ? Combien de projets, est-ce qu'un projet d'animation et de vie sociale est proposé dans la structure ? Voilà toute la densité du référentiel. Je voulais ramener, voilà, je voulais physiquement ramener pour que vous voyez un peu la tête qu'il a. Enfin, c'est un référentiel dense qui peut paraître compliqué, mais qui aujourd'hui est porté par les équipes et qui est porté par le premier principe du label, enfin du chapitre du label, qui est l'engagement de la direction dans une démarche qualité pluriannuelle. Donc, pour faire le lien avec ce que vous avez dit sur les impacts, l'idée, c'est que tous ces critères, tous ces indicateurs se traduisent dans des impacts médico-économiques. Et pour ça, je pense que le plus simple, c'est de donner la parole à M. Thomasy sur son expérience concrète d'un établissement labellisé. Eh bien, nous donnons tout de suite la parole à M. Thomasy. Merci. Et nous remercions M. Isaac Sibyl, qui est aussi député membre de la Commission des affaires sociales, de nous rejoindre. Donc, je voulais vous faire part un peu de l'expérience qui est la mienne. Alors, d'origine, je suis comptable. Donc, je suis arrivé dans l'établissement de l'EHPAD de Pressac il y a 2 ans, tout au début de la labellisation. Et c'est vrai que le comptable que je suis se dit, j'ai un de mes établissements qui a 60 places. Sur le papier, c'est synonyme de déficit, c'est synonyme de qualité plus difficile à mettre en œuvre. Et en pratique, je me retrouve devant un établissement qui, grâce à l'humanitude, ce qui est important, ce que disait Annie de Vivi, c'est l'engagement de la direction. Je pense que nous, directeurs, on doit être plus que des financiers, on est vraiment dans l'engagement, dans la qualité. Et dans l'établissement de l'EHPAD de Pressac, alors j'en ai 5, donc je peux comparer. Alors les 4 autres, ils n'ont pas l'humanitude parce que je viens de les avoir récemment. Hein. Ce n'est pas parce que j'ai loupé sur les autres. C'est un établissement où il n'y a pas d'accident de travail, pas de troubles musculo-squelettiques, pas de RPS, de risques psychosociaux. C'est-à-dire peu d'absentéisme, ça veut dire que, puisque vous savez maintenant que les EHPAD ont le même financement, hein, tarification pour la dépendance et le soin, c'est-à-dire qu'au lieu de financer des remplacements, on peut financer des postes supplémentaires. Donc les besoins en remplacement sont réduits, ça veut dire qu'en termes comptables, les assurances statutaires des personnels ne coûtent rien, et on a une absence de turnover. Ce qui est très important, c'est qu'on a des personnels motivés. On n'a pas de mal pour attirer des personnels parce qu'ils se disent on est dans un établissement où on est fier. Et moi, le message que je veux faire passer, c'est que la qualité du résident va avec la qualité de vie au travail. Et aujourd'hui, pour être clair, si on n'avait pas ces labels, si on n'avait pas tous ces référentiels, comment motiver des aides-soignants? Comment pouvoir leur faire tenir durant 40 ans? Et c'est vrai que pour le coup, l'EHPAD de Pressac est un exemple. Les EHPAD labellisés le sont. Alors pour vous faire un peu le lien avec le label, par exemple, si on parle de verticalité, en pratique, c'est quoi? Ce sont des résidents debout. Un résident debout, ce sont des résidents qui demandent moins d'accompagnement d'aide-soignants. Si un jour vous avez sûrement été dans des EHPAD, un des moyens où on voit rapidement qu'un EHPAD est bien traitant, c'est le nombre de fauteuils salle à manger. Les résidents ne doivent pas manger assis sur un fauteuil roulant. On se lève en entrant dans la salle à manger et on va à pied. La deuxième chose, ce sont des résidents qu'on ne nourrit pas au lit le soir. Des résidents debout, ce sont des résidents qui mangent en salle à manger. Imaginez les EHPAD de 80 lits où 30 résidents mangent le soir en chambre et on a 3 aides-soignantes. Vous divisez, vous voyez que nos résidents sont nourris 5 minutes par chambre. Et donc, dans les établissements labellisés Humanitude, les résidents sont en salle à manger et donc nécessitent moins une présence individuelle
l'aide-soignant. Et pour moi, ça c'est important parce que c'est l'image qu'on a, l'image d'accompagnement qu'on veut donner aux résidents, et c'est des personnels heureux de l'être, et des personnels qui sont heureux de faire leur métier. On en revient, c'est l'absentéisme. Donc vous parliez tout à l'heure, madame, des critères. Pour moi, l'absentéisme est un des critères objectivables où on peut mesurer la qualité de vie en résident, parce qu'on sait, on peut faire que nos personnels soient motivés. Et moi, quand j'entends qu'on a des taux d'absentéisme global qui sont supérieurs au BTP, pour moi, ce n'est pas entendable parce qu'on a des solutions. La deuxième chose, alors je l'ai vécu, c'est dans la belle étude, on parle de comportement d'agitation pathologique. Voilà, un résident énervé. Moi, j'ai eu le cas dans un établissement qui n'est pas labellisé Humanitude. Un résident veut fuguer de l'EHPAD, veut sortir de l'EHPAD. Quand vous n'êtes pas formé, une infirmière, 3 aides-soignantes qui tombent sur le résident et ça dure une demi-heure. Grâce à l'Humanitude, un seul aide-soignant, calmement, en 10 minutes, c'est réglé. Là également, on a des moyens. Voilà, voilà, c'est-à-dire, pour vous dire que lorsqu'il y a des CAP non gérés, c'est quasiment tous les soignants d'un EHPAD qui vont s'occuper de ce résident. Également, ce qui est important, c'est aussi les résidents entre eux. Dans mon établissement, j'ai un poste d'animatrice. En clair, je ne peux pas faire de l'animation du lundi au dimanche. Les résidents qui se prennent en charge eux-mêmes, c'est l'animation solidaire. Moi, à l'EHPAD de Pressac, le dimanche, c'est un résident qui fait l'animation. Il diffuse un film chaque dimanche, il présente le film. Tout ça pour vous dire que dans l'établissement où je suis, c'est un tarif à 57 €. Donc, ce n'est pas un tarif excessivement élevé. J'ai aucun financement de l'agence régionale de santé ou du conseil départemental. Par contre, ces 2 instances me soutiennent à aller toujours plus loin dans le label Humanitude. Une liste d'attente importante. Les autres établissements qui sont autour n'arrivent pas à accueillir des résidents. Les personnes ne veulent pas y aller. À partir du moment où on a un établissement où on monte la qualité, tout le monde veut y aller. Et c'est vrai que c'est dommage, en tant que directeur, que de voir que des établissements autour ne peuvent pas offrir cette qualité. Ce que je voulais dire également, c'est l'impact sur le financement. C'est-à-dire que la qualité et l'Humanitude ne coûtent rien. Elles donnent de l'argent. Je l'ai dit tout à l'heure, par le coût des remplacements, mais également, ce qui est plus important, par la tarification mise en place, en particulier par la tarification du soin. La tarification du soin, le pathos, est évalué à partir du suivi que font les personnels. Or, en Humanitude, nous avons les plans d'accompagnement personnalisés avec un critère à 100%. Lorsque le médecin de la DRS vient vous inspecter pour évaluer le soin, nous avons tout le suivi des résidents. Et mon établissement a un pathos à 274, peut-être que ça ne vous parle pas beaucoup, mais en moyenne, beaucoup, pardon, excusez-moi. Mais vous savez que la moyenne n'est pas à 274. Voilà. Et par contre, le GMP, lui, est assez bas, parce que nos résidents sont debout. Donc, voilà. Et donc, dans les critères que moi j'aimerais qu'on puisse évaluer dans les établissements, c'est notre capacité à maintenir ou améliorer la dépendance des résidents. Or, le GMP, on ne le voit pas. Moi, un des critères que j'aimerais qu'on demande à tous les établissements, c'est vous avez des résidents qui sont arrivés avec tel girage. Alors, je vais vous le parler très trivialement. Qu'est-ce que vous en avez fait 1 an plus tard? Donc, pour moi, je suis pour le... Je ne cours pas, alors je suis directeur financier, je ne cours pas un GMP à 850. Au contraire, c'est ma fierté d'avoir un GMP bas et un pathos élevé, ce qui démontre bien la qualité de l'établissement. Donc, je pense qu'on n'utilise pas assez des indicateurs que nous avons aujourd'hui, comme le GMP et le pathos. Voilà, messieurs, dames. Madame Picard. Pour répondre à la question que vous avez posée, je vais peut-être revenir sur la genèse en fait, du label. Mon équipe et moi-même, donc depuis quelques années, nous avons accompagné environ 250 établissements du secteur social, du secteur handicap ou du secteur EHPAD dans la mise en place de leur évaluation interne. Et nous avons mis en place une méthode qui leur a permis de le faire. Par ailleurs, entre nous tous, on a réalisé plus d'une centaine d'évaluations. Sur quoi on est évaluation externe. Sur quoi on est tombé? On est tombé sur d'excellents établissements qui ont vraiment travaillé la qualité, qui l'ont fait sérieusement et avec leurs équipes. Et ça, c'est extrêmement important, cette participation dans la démarche qualité. On a d'autres qui se sont un petit peu contentés de répondre à la commande administrative en remettant un rapport. Mais également, on est tombé aussi sur des établissements où là, on a la maltraitance, on peut la qualifier d'institutionnelle, avec des mauvaises pratiques qui sont installées depuis des années. D'où notre réflexion, comment valoriser les établissements qui ont
réaliser un véritable travail avec leurs équipes, parce qu'il y en a. Comment communiquer en externe par rapport à cette dynamique propre à un établissement. Ce qui est important, j'ai une grand-mère de 92 ans, j'ai des parents vieillissants, je vais être à distance. Quel repère je pourrais avoir, moi, en tant que famille, et comment permettre à cette famille de choisir un EHPAD pour son proche âgé en toute confiance. Et donc, comment valoriser aussi également les grands oubliés, souvent, les personnels, qui sont, on peut le dire, peu valorisés. Souvent dans leurs établissements, alors que malgré les manques de moyens, malgré les difficultés à droite et à gauche, tous les jours, il y a des actes de bientraitance, il y a de la bientraitance qui est pratiquée dans les établissements. Et voilà, en fait, la genèse, et à partir de ces questions, on se dit, l'idée, c'est de créer un label qui va permettre de valoriser et tirer l'ensemble, en fait, vers le haut. Par ailleurs, nous avons choisi de créer un statut de société coopérative d'intérêt collectif. Pourquoi ? Parce qu'intérêt collectif, ça rimait bien avec la bientraitance. Parce que ce qu'on dit chez nous, c'est que nous qui sommes actifs actuellement, vous savez qu'on est en train de travailler à notre avenir. Parce qu'on sera tous amenés à un moment ou à un autre. C'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Mais quand le grand âge sera là, le 3e, le 4e âge, puisqu'on parle du 4e âge, je crois que tous dans cette salle, nous aurons affaire à un moment ou à un autre, soit un SIAD, service de soins infirmiers à domicile, soit un EHPAD, en tout cas un service médico-social. Et donc, nous avons décidé de nous bouger par rapport à la question. Par rapport aux critères, c'est difficile de répondre à votre question parce que c'est tellement large. 450 indicateurs. Nous, sur le label, voilà à peu près le sommaire, en fait. Donc, pareil, on a plus de 500 indicateurs. Ce que nous avons choisi sur le label, c'est de... Alors, d'abord, qu'est-ce qui garantit ce label ? Il garantit qu'en termes de bientraitance, c'est réfléchi avec l'ensemble des équipes. Pour qu'il puisse y avoir une réflexion collective dans un premier temps, pour avoir un relais individuel derrière. Parce que du point de vue de l'usager, la bientraitance, elle ne mérite pas en fait qu'il y ait un trou. Sinon, il ne pourrait pas considérer qu'il est totalement bien traité. Et la deuxième garantie, c'est qu'en cas de maltraitance, la loi du silence, parce qu'on peut parler de loi du silence et d'omerta sur la maltraitance, toutes les choses ont été faites dans l'établissement, avec des engagements vis-à-vis des familles, vis-à-vis des usagers également, au niveau collectif et au niveau individuel, et ce qui se traduit à la fin de la labellisation par un engagement individuel de l'ensemble des personnels à maintenir les acquis du label. Et nous allons sur 4 points, on va dire de grosses familles, l'information, la formation, les pratiques et le management. Nous avons, dans notre comité éthique, nous avons créé un comité éthique, un monsieur qui a écrit 2 livres, qui s'appelle Jean-Louis Déé, qui a écrit Briser l'omerta, et qui a écrit un second livre, qui est sorti en janvier cette année, qui parle de l'humain d'abord, et qui dit des personnels bien traités et bien traitants. Effectivement, pour nous, c'est nécessaire que les personnels qui travaillent auprès des personnes âgées se sentent bien, effectivement, dans leur travail. Et c'est pour ça que nous avons mis une partie, effectivement, sur le management, où nous passons par des systèmes de questionnaires exigeants, auprès de l'ensemble des personnels, de manière totalement anonyme. Je crois que ce questionnaire, parce que ça se prépare, une labellisation, de mémoire, il me semble qu'il y a 90 questions, où là, on y va vraiment. Alors, le but du jeu, c'est de faire le point avec l'établissement, dans un premier temps, de rester dans cette démarche qualité, cette démarche positive, de voir par rapport au référentiel ce qui manque éventuellement, et de faire un plan de mise en route vers le label. Et dès lors, l'établissement... Alors, nous, on a fait des plaques, comme chez le médecin, parce que c'est important, les personnels, ils rentrent dans leur établissement, c'est à la porte de l'établissement tous les jours, et là ils sont déclarés en route vers le label, et on a estimé que une dynamique de 2 ans, pour que les choses, au bout de 2 ans ça pourrait s'épuiser, pour arriver sur le label. Et le principe, c'est quand ils se sentent prêts par rapport à ce qu'on a dit, ils appellent, on a le conseiller du label qui reste en contact tous les trimestres pendant toute cette période-là avec l'établissement. Et la règle du jeu, c'est que s'ils ont mis en place ce sur quoi on s'était mis d'accord, ils ont le label pour les 5 années avec un contrôle au bout de 2 ans.
L'intérêt également, parlons bientraitance, parce que c'est de ça en fait, dont les familles ont essentiellement besoin, les usagers, les familles être rassurées là-dessus. On peut faire des formations sur la bientraitance. On va former 12 personnes. Par petit groupe de 12 personnes, il va nous falloir des années pour le faire. C'est une véritable culture qu'il faut qu'on crée. L'intérêt, effectivement, quand on vient et qu'on prononce le nom label établissement bien traitant, c'est que c'est l'ensemble de l'établissement qui va porter ces valeurs. Et c'est pour ça que la première démarche sur les 6 étapes du label, c'est une déclaration volontariste de l'établissement et de l'ensemble de ses personnels. Bien sûr, ça vient de la direction, mais c'est pas rare que dans les présentations, ce soit quelqu'un du personnel qui signe le papier au nom de ses collègues pour porter cet engagement dès le départ. Donc nous, c'est vrai qu'on porte des labels. Vous disiez tout à l'heure, portés par la direction, ça c'est essentiel. Alors après, vous parliez de démarche qualité. Là, par contre, c'est encore autre chose parce que là, on est dans une démarche obligatoire. Donc voilà pour ma réponse. Oui. Madame Agostino, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Comme vous voulez, c'est pas obligé. Ou Madame Abba, peut-être? Bon, très bien, on va passer à Madame la rapporteure et une autre question. Oui, merci de ces présentations. Vous avez brossé un certain nombre de questions sur lesquelles j'aimerais revenir. Vous avez évoqué les uns les autres, parfois la bientraitance, parfois la maltraitance, et puis surtout la maltraitance institutionnelle. Donc j'aimerais bien que vous me disiez, s'il vous plaît, comment vous définissez cette maltraitance institutionnelle. D'un point de vue pratique, là, la question s'adresse peut-être à Monsieur Tomasi, il y a 2 S, excusez-moi. Sur le patient debout, alors j'ai aussi entendu que vous indiquiez qu'il fallait tenir le patient debout au moins 20 minutes par jour. Comment faites-vous pour pouvoir le faire systématiquement? Vous avez indiqué tous les patients à table et non pas dans un fauteuil. Quels que soient les GIR, comment faites-vous pour vraiment mettre ça en place, puisque le profil des patients, pour certains cas, cela n'est pas possible. Et puis vous avez fait un focus aussi sur la question de l'absentéisme, et vous avez lié l'absentéisme à la qualité de vie du résident. J'aimerais que vous reveniez un petit peu sur ces questions, et puis que vous me présentiez la manière dont vous pouvez dont on pourrait articuler ces labels, puisque le label est une démarche volontaire de l'établissement. Il y a la démarche d'évaluation interne et puis la démarche d'évaluation externe. La démarche de label, comment s'articule-t-elle avec tout cela? Est-ce que ça demande un engagement de la direction, certes, mais pour les personnels en termes de traçabilité? Donc, si on pouvait revenir sur ces points-là, s'il vous plaît. Oh. Alors, Madame Firmin Lebaudot, qui est députée du Havre, nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Merci. Alors, donc la démarche est complémentaire à ce qui se passe aujourd'hui dans les exigences réglementaires. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de référentiel opposable aujourd'hui, les établissements utilisent le référentiel du label Humanitude comme outil de repère pour leur évaluation interne. À ceci, ce référentiel se complète d'un certain nombre de critères qui sont obligatoires dans le cadre de l'obligation externe, en termes de critères complémentaires sur toute la partie administrative, hygiène, sécurité notamment. Et ça leur permet ensuite de présenter un dossier complet pour une évaluation externe. Et le rêve que nous avons rencontré récemment la Haute Autorité de Santé notamment à ce sujet-là, c'est que ce genre de référentiel puisse permettre, à partir peut-être d'un référentiel socle, qui reprenne éventuellement, enfin nous c'est notre rêve, les principes de bientraitance que nous affichons, notamment la verticalité, notamment le refus des soins de force et la non-contention,
notamment le respect de l'intimité, de la singularité, l'ouverture sur l'extérieur, lieu de vie, lieu d'envie. Tous ces grands principes puissent être partagés et qu'après, des structures comme les nôtres soient capables, soit elles deviendront, elles grandiront en termes de qualité d'évaluateur pour devenir vraiment jusqu'à être certificateur, ou ce sera d'autres acteurs certifiés qui viendront vérifier les établissements. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'idée qu'il y ait notamment des équivalences ou qu'il y ait la possibilité d'avoir un socle dans lequel nous, notre référentiel s'inscrive et des exigences complémentaires qui sont notamment celles du label Humanitude, c'est tout à fait compatible d'après ce qu'on peut en tout cas imaginer. Notre association a bien l'intention de toute façon de toujours bien aider les établissements à éviter des redondances de recherche et surtout des redondances d'évaluation, de protocolisation, etc. Les structures médico-sociales n'ont pas les moyens de suivre beaucoup de démarches parallèles. En revanche, le fait qu'il y ait un référentiel opposable, ça, je crois qu'on est tous en phase sur le fait qu'on en a besoin. Et si ce référentiel inscrit des principes qui sont notamment les nôtres, ça nous permettra aussi de faire grandir l'ensemble des formations de l'ensemble du personnel. Aujourd'hui, vous avez des personnels qui sortent de l'école, qui sortent d'enseignement avec des principes qui ne correspondent pas forcément à ceux qui sont enseignés, enfin, ou en tout cas à ceux qui sont pratiqués dans le cadre du label. Quand vous avez des comportements d'agitation liés à des troubles du comportement, liés à des maladies neurodégénératives, quand vous avez besoin de verticaliser des personnes 20 minutes par jour, si vous n'avez pas les techniques de manutention et si vous n'avez pas les techniques d'entrée en relation, vous risquez de provoquer à votre corps défendant des troubles du comportement. Et donc, si ces référentiels pouvaient inspirer une refonte et une amélioration des formations initiales, on en serait ravis aussi. Donc concrètement, l'idée d'avoir un référentiel opposable, on y est complètement d'accord. L'idée en tout cas qu'un label vienne compléter, enrichir et éclairer d'autant plus le grand public, tant mieux, et les professionnels aussi. Et le lien avec la démarche de certification, ce que je vous propose, c'est que Isabelle en parle parce qu'elle est dans un établissement sanitaire aussi. Excusez-moi. Oui, le lien avec la démarche de certification, il apparaît essentiel qu'on soit vraiment dans des démarches d'amélioration continue de la qualité, tant dans nos établissements médico-sociaux que dans nos établissements sanitaires. Je pense que vraiment, dans le sanitaire, les démarches obligatoires de certification avec un référentiel opposable construit par l'HAS nous ont vraiment aidé à améliorer la qualité. Ce serait tout à fait transposable aux établissements médico-sociaux avec bien évidemment sans doute des critères plus qualitatifs puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est vraiment sur des lieux de vie. C'est le domicile de la personne, la place des aidants est extrêmement importante également. Donc il y a tout cet aspect qualitatif qui est absolument fondamental. Et je pense que ça pourrait être une aide réelle d'avoir un référentiel construit, structuré pour ces établissements avec des experts un peu sur le mode des experts visiteurs de l'HAS qui auraient aussi un guideline dans l'accompagnement des évaluations des établissements pour être certain que nous allons tous dans le même sens. Juste pour répondre sur le patient debout, je pense que nous sommes faits pour mourir debout. Et si nos résidents sont au lit toute la journée, nous en sommes responsables, nous. La dépendance, ce n'est pas un handicap. Donc, notre métier, mon métier de directeur d'EHPAD, c'est d'améliorer avant même de maintenir les capacités et non pas de grabatiser des résidents. Alors, en pratique, j'ai connu ça dans un autre département où je travaillais. Oui, il faut, je pense, mettre en place des critères qualité vérifiables lors des visites de CEPOM, lors des visites d'inspection des établissements, le nombre de résidents qui mangent au lit, quel est le taux acceptable. Alors, j'étais dans un département où la DAS, à l'époque, estimait que plus de 20% de résidents qui mangent au lit au soir est une situation anormale. Et je pense qu'on peut trouver des consensus sur des niveaux de critères acceptables qui mesurent ça, qui mesurent le résident debout. Alors, moi, j'ai toujours été surpris par les vidéos d'Humanitude. On voit des résidents qui sont au lit depuis des mois et des mois. Un formateur Humanitude vient et en une demi-journée, le résident est debout. Je l'ai même vécu dans les établissements où je suis. Donc, si un formateur, en une demi-journée,
fait une toilette évaluative, donc évalue les capacités du résident, et en 3 heures est capable de faire lever et de marcher un résident, nous en sommes tous capables. Donc je pense que nous, EHPAD, nous, directeurs et équipes d'EHPAD, lorsqu'on nous faisons mal notre métier, lorsqu'on oublie l'essentiel de notre métier, nous ne sommes pas des mouroirs qui accueillent des résidents au lit. Nous devons arriver à ce que les résidents soient debout. Mais de croire que nos résidents arrivent couchés, restent couchés, pour moi, ce n'est pas entendable. Voilà. Si, je suis très content de vous entendre dire que la dépendance, ça n'est pas du handicap. Et je trouve que beaucoup de nos textes de loi devraient s'en inspirer, parce que j'ai encore récemment vu dans un texte qui est passé dans l'hémicycle projet de loi Elan, on parle accessibilité des personnes en situation de dépendance. Ça n'est pas accessibilité des personnes en situation de dépendance, c'est accessibilité des personnes en situation de handicap, ce qui n'est pas du tout la même chose. Allez, madame la rapporteure. Alors, nous ne préconisons pas en fait d'aller sur une certification. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous, on pense que c'est important de garder les bases de la loi 2002, qui sont les lois du secteur. Il faut savoir qu'avant 2002, le secteur médico-social, il est presque, on n'en parlait pas, quoi. Et donc, les professionnels sont extrêmement attachés à cette loi 2002. Alors maintenant, on peut revenir sur les loupés peut-être aussi, et comment améliorer les choses. Déjà, dès la loi 2002, quand on lit la loi, elle ne parle pas, cette loi, de démarche continue d'amélioration de la qualité. Elle parle de rapport d'évaluation. Peut-être que si on change ce vocable, on va aller plus loin dans la démarche qualité. Ce qui va nous emmener sur les principes universels de la route des Mignes. Toute démarche qualité, quel que soit le secteur, à 4 étapes. Et donc là, on va pouvoir intégrer ça. On a des établissements, comme ils faisaient une évaluation, ils ont fait un rapport d'évaluation. Parfois, après l'évaluation, hop, on a vu le groupe qualité disparaître. Donc on a un souci pour suivre les plans d'amélioration continue de la qualité. Notre préconisation, c'est plutôt la création d'un référentiel d'État. Effectivement, on est d'accord, qui est adapté aux EHPAD, un référentiel qui serait exigeant, qui intègre les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, parce qu'aujourd'hui, si on regarde les premières évaluations, c'est vrai que les référentiels, on a regardé effectivement maintenant, on a un projet d'établissement, mais on n'est pas allé voir ce qu'il y avait à l'intérieur de l'établissement. Comme dirait une personne, Jean-Louis Delay, pour pas le nommer, on est allé évaluer qu'on avait la vitrine, mais on n'est pas allé voir l'arrière-boutique. Donc, ça serait réalisé par l'État, qui pourrait s'assurer ainsi que tous les établissements visent à mettre en œuvre la qualité voulue, justement, dans notre société française, de manière harmonisée, et ça, quel que soit le statut de l'établissement. Ça serait mis à jour au fur et à mesure des publications nouvelles sur les recommandations de bonnes pratiques. Là, on a la loi ASV qui est sortie il y a pratiquement 1 an et demi, et quand on la lit attentivement, il y a déjà certaines pratiques qu'on pourrait intégrer déjà dans le nouveau référentiel. La logique de la route des Mignes serait intégrée dans ce référentiel, donc pas de grosses obligations de formation pour les gens qui utiliseraient ce référentiel. Et ça laisse il faudrait, ce serait important dans le médico-social, de laisser aux établissements la possibilité d'enrichir le référentiel par leurs propres objectifs et indicateurs contenus dans leur projet d'établissement, et de leurs bonnes pratiques. Regardons l'exemple de l'humanitude, regardons l'exemple de l'accompagnement thérapeutique non médicamenteux. Il n'est pas demandé dans les textes et pourtant il est présent dans les établissements. Et ces démarches qui ne sont pas obligatoires mais développées dans les établissements pourraient être, si on arrive à les récupérer dans le référentiel, une mine d'idées pour les prochaines recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Si on fait un système informatique, on peut très très bien avoir un référentiel qui va décliner toutes les étapes de la démarche qualité, il est préconçu, et il alimente automatiquement le plan d'amélioration continue de la qualité. On s'assurera qu'on a bien associé tous les acteurs de l'établissement, parce qu'il est important, je le disais tout à l'heure, que ça reste pluridisciplinaire, et on garde la temporalité de 5 ans comme aujourd'hui. Il faudra penser juste à adapter aussi pour ceux qui ont un Cantou, une IHR ou un accueil de jour. L'évaluateur externe, eh bien lui, il aura le même référentiel national d'évaluation que l'évaluation interne. L'évaluation externe a été parfois mal vécue. Pourquoi ? Parce que c'était vécu, évaluation, ça rime avec sanction.
Et donc, l'exercice de l'évaluation externe n'a pas toujours été compris dans les établissements. Il n'a pas été compris comme un œil complémentaire sur ce qui avait, un œil tiers et complémentaire sur ce qui avait été fait sur l'évaluation interne. En travaillant sur le même référentiel, on pourrait vraiment passer cette idée-là. Et on aura bien l'évaluation interne et externe qui vont aller sur les mêmes champs. Et ça, c'est le principe du décret du 15 mai 2007 qui encadre cette évaluation externe. La temporalité reste la même et on peut imaginer aussi dans ce système de référentiel informatique que l'établissement, sur certains indicateurs que l'État aura jugé prioritaires, quand l'indicateur sera trop bas, pouf, ça passe en orange. C'est-à-dire qu'on lui dit, vous êtes en risque d'injonction, même chose pour l'évaluateur externe, ça passera en rouge. Et ça facilitera la lecture et les retours sur les évaluations internes et externes qu'il n'y a pas eu aujourd'hui sur les établissements. Madame la rapporteure. Oui, juste vous dire que je ne partage pas complètement le fait qu'évaluation rime avec sanction. Pour moi, évaluation rime plutôt avec valorisation des bonnes pratiques. Mais c'est une petite part. C'est comme ça que c'était perçu, en fait. Justement, dans nos EHPAD, ce qui me semble extrêmement important à pouvoir valoriser, objectiver, c'est cette appréciation globale de la qualité d'un établissement qui, somme toute, serait une manière d'objectiver ce qui est subjectif. Donc, comment avez-vous réfléchi à ces questions? Quel serait, selon vous, le moyen que nous pourrions mettre en place pour essayer d'avoir une évaluation de cette appréciation globale? Et est-ce que vous pensez que les évaluations qui sont conduites aujourd'hui permettent de donner aux résidents et à leurs familles suffisamment de visibilité sur cette appréciation globale, sur ce qui se passe au sein des établissements? Moi, c'est ma vision comptable, c'est-à-dire comment trouver des indicateurs qui pourraient même être analysés de manière automatique. Alors, moi, de l'expérience de l'EHPAD de Pressac que j'ai, en regardant la comptabilité d'établissement, je dis tiens, il y a des comptes qui n'existent pas. Alors, je vais vous donner un exemple. On a un compte qui s'appelle location de matériel médical. Celui-là, si je suis maltraitant, il va exploser. Pourquoi? Parce que je vais avoir beaucoup d'escarres dans l'établissement, parce que les résidents restent couchés. C'est vrai qu'on a des comptes comptables qui nous permettent quand même de vérifier un établissement qui aura beaucoup d'escarres, parce qu'on est obligé de les soigner, ces escarres, donc on est bien obligé de louer des matériels curatifs. Et moi, si je compare un établissement que je viens de prendre, où là, vraiment, il est au départ, il va falloir vraiment l'évoluer, j'ai un écart important. J'ai un établissement où il est à 0 €, c'est-à-dire on est vraiment dans la prévention, et un autre, on peut arriver à 100 000 € pour le même nombre de résidents. Hein, exact, voilà. Donc je pense que déjà, si on utilisait plus les données qui sont remontées au niveau national, l'usage des neuroleptiques, ça on l'a avec la CNAM, je pense que d'un point de vue même comptable, on pourrait travailler sur le traitement de l'EPRD actuellement, sur certaines données qu'on transmette qui pourraient déjà être plus... on pourrait déjà plus regarder ces problèmes. Ça, c'est d'un point de vue strictement comptable, et je pense qu'on ne traite pas assez les informations qui sont à la disposition de tous. Un établissement... oui, je pense qu'une famille, si on lui dit, ben voilà, dans notre établissement, le taux d'usage des neuroleptiques est bas, parce qu'on fait autrement, je pense que si au moins déjà tout le monde est d'accord que l'usage des neuroleptiques n'est pas un bon usage en EHPAD, parce que déjà il faut déjà qu'on soit tous d'accord en France sur ça, mais je pense qu'on peut déjà sur la base de la comptabilité trouver des éléments, parce que c'est vrai que là où je vous rejoins, c'est qu'on peut difficilement trouver des indicateurs comparables et on va dire non biaisables entre les établissements. L'autre chose, c'est que je pense que la manière qu'on traite nos résidents se répercute sur le personnel. Or, je pense qu'à partir des données du personnel, on peut clairement étudier comment on s'occupe bien ou mal de nos résidents. Un des critères, et je le vois, un établissement qui est maltraitant, généralement, c'est un établissement où les aides-soignantes s'épuisent vite et on a des absentismes inférieurs à 5 jours importants.
Alors, je ne dis pas qu'à l'EHPAD de Pressac, je n'ai pas d'absentisme. Oui, j'ai des personnes qui vont être hospitalisées, qui ont... Mais ça, c'est de l'absentisme 15 jours, 1 mois, 2 mois. Mais c'est vrai qu'on surveillerait plus, on demanderait plus de comptes aux établissements sur les maladies professionnelles générales, les burn-out, tout ça, c'est pas le manque de personnel qui le fait. Ce sont des aides-soignantes qui ont appris un métier. Certes, on doit leur réapprendre parce qu'elles l'ont appris d'une certaine manière et par l'humanité, tout ça, on leur apprend différemment. Mais ce sont des aides-soignantes qui ont eu un rêve à un moment donné. Elles ont choisi ce métier et elles voient de la pratique. Et c'est cette pratique qui est maltraitante qui génère chez elles de l'absentéisme. Et c'est vrai que quand on a brisé le rêve de nos aides-soignantes, c'est ça qui génère l'absentéisme. Donc je pense que oui, on devrait plus surveiller. Et ça, en comptabilité, on a un compte crédit de remplacement. On peut étudier le rapport des remplacements par rapport au personnel. Donc je pense que oui, le coût moyen des aides-soignantes dans un établissement est un élément important. J'ai pris un établissement où le coût moyen, alors il y avait un gros souci technique, un coût moyen de l'aide-soignante est à 60 000 euros. Or, une aide-soignante, en moyenne, coûte 34 000 euros. Ça, ce sont des données qu'on transmet chaque année à la CNSA. La CNSA a le moyen technique, elle a le nombre d'aides-soignantes, le coût. Clairement, un établissement qui a un coût d'aide-soignante à 60 000 euros, il y a un problème dans cet établissement. Et pour moi, un établissement qui est maltraitant avec les résidents se voit automatiquement sur des données comptables et en particulier sur les données des personnels. L'un ne va pas sans l'autre, je pense. Voilà. Nos collègues veulent poser une ou deux questions. Monsieur Isaac Sibyl. Oui, merci bien. Non, sur l'absentéisme, c'est politiquement incorrect. Parce que si on compare effectivement les différents établissements ou les collectivités par rapport à leur taux d'absentéisme, on pourrait dire effectivement des collectivités qui ont trop d'absentéisme sont maltraitantes. Donc je ne sais pas, effectivement, il faut vraiment aller sur ce terrain-là. C'est pas politiquement correct dans le sens où, pareil, les collectivités où l'absentéisme est plus élevé, effectivement, on pourrait dire que c'est des collectivités qui sont maltraitantes. Allez-y, monsieur Thomas, si je vous en prie. Je voulais juste reprendre aussi, il y a aussi tout l'aspect architecture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, un EHPAD devrait systématiquement être construit avec du matériel adapté, des rails, mettre tout en œuvre pour qu'effectivement le personnel déjà ne soit pas abîmé. Dans un EHPAD aujourd'hui, une aide-soignante, quand il n'y a pas de matériel, elle fait 10 ans. C'est vrai que c'est une personne abîmée qui a le dos cassé. Et moi, pour mon expérience, j'ai vu beaucoup de personnes aides-soignantes venir des EHPAD vers des établissements pour personnes handicapées parce que là, effectivement, léger, enfin, on n'a pas du nursing aussi lourd. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a quand même énormément de travaux aujourd'hui. Les recommandations de l'ANESM qui donnent des éléments pour donner des indicateurs précis et en tout cas des critères de qualité pour les EHPAD. On peut faire effectivement à partir de ça déjà un référentiel national, hein, c'est un socle, parce que c'est ça évidemment qui manque. Il faut qu'il y ait un socle de base de qualité. Après, dans le médico-social, ce qu'il ne faut pas briser, c'est la dynamique qui existe, parce qu'on est un lieu de vie avec du personnel tous les jours à côté de personnes âgées, et il y a de l'invention qui existe. Vraiment, sur le terrain, les gens sont inventifs et il faut leur donner les moyens de ça. Et ce qu'on a besoin après, c'est de pouvoir à un moment donné mettre en valeur tout ce qui se fait sur le terrain, effectivement. Et vous avez d'une part ce socle de qualité et puis d'une part laisser effectivement cette liberté d'invention qu'il peut y avoir parce que dans les régions, déjà, les EHPAD, ce sont des établissements qui sont traversés par les cultures régionales. Donc, un EHPAD est différent, l'alimentation va être différente d'un EHPAD à l'autre. Donc, il y a des choses, c'est une vraie personnalité, un EHPAD. Et il faut laisser là-dedans la dynamique se déployer. Alors, il y a des aides, effectivement, humanitude, toutes les attitudes, la prise en charge non médicamenteuse, mais... Je disais, dans l'établissement que je gérais, j'avais institué tous les après-midi le carré de chocolat pour tout le monde. Comment on le jure ça? Parce que
Voilà, mais c'était un plus. Le dimanche, systématiquement, la nappe sur la table et un apéritif. Voilà. On ne peut pas le mettre dans quelque chose d'obligatoire, mais ça veut dire qu'il y a à côté quand même une qualité en plus que l'on donne, mais qu'il va falloir aussi mettre en valeur. Et l'idée, c'est que peut-être à travers, à côté, un système de label, cette démarche-là peut être valorisée. Est-ce que, décidément, est-ce que dans vos systèmes de labels, vous référencez selon les périmètres? Vous avez parlé de l'architecture, vous avez parlé de l'absentéisme en vous engageant sur finalement la question de l'organisation du travail et du management des équipes, si je comprends bien vos propos. Et donc, est-ce que dans vos labels, selon les périmètres, vous définissez un certain nombre, je ne vais pas parler de critères parce qu'on n'est pas dans quelque chose de quantitatif, on est sur du qualitatif, mais est-ce que vous définissez comme un socle de choses qui doivent être présentes pour contribuer à une prise en charge de qualité? Et est-ce que vous avez un listing de ces points qui doivent être présents pour participer à l'obtention du label? Oui, voilà, c'est le sommaire en fait de notre cahier des charges sur le projet d'établissement. Déjà qu'une démarche qualité qui soit correctement mise en place. On va s'inquiéter de savoir comment les recommandations de bonne pratique sont partagées, mises en place sur le terrain. Tout ce qui est outil de la loi de 2002, bien sûr. Une exigence qu'on a, on n'en a pas parlé là depuis tout à l'heure, c'est que l'ensemble des personnels doivent connaître les 12 articles de la Charte des droits et des libertés de la personne accueillie. Une des premières maltraitances en creux, c'est par exemple, je ne me rends pas compte que je suis en train d'être maltraitante tout simplement parce que je suis en train de bafouer un droit parce que je ne le connais pas. Donc ça, on a même des choses obligatoires et incontournables. On va aller voir les contrats de séjour, les règlements de fonctionnement, qui parfois on peut trouver des choses à l'intérieur qui sont sur la liberté d'aller et venir discutable, les possibilités de recours aussi des familles, ce qui a été mis en place, comment on les informe de ces possibilités de recours, l'expression et la participation sur les CVS. On a des CVS qui sont gérés totalement par les familles, puis vous avez des CVS où c'est pas qu'un président, on a élu d'autres personnes, vous avez toute une dynamique où effectivement les usagers peuvent s'exprimer. Voir aussi comment on aide ce président du CVS pour l'aider à s'exprimer, à être un vrai président. Tout ce qui est admission, accueil, un gros sujet sur la période d'intégration aussi, où nous avons amené des établissements à aller voir les personnes à leur domicile et leur famille et de discuter avec elles, et qu'une famille qui rentre en EHPAD, elle sait déjà ce qu'elle va faire dans les 15 premiers jours, histoire d'adoucir l'entrée, avec intégration de rôle de la famille à l'intérieur. Parce que parfois, ça peut être aussi le sentiment d'être abandonné dans l'EHPAD. Le projet personnalisé, je crois qu'on a encore beaucoup de travail sur les projets personnalisés. Comment on favorise le lien social et la citoyenneté? Est-ce qu'on est ouvert sur l'extérieur? Vous savez, toutes les activités qu'on fait, quand on demande aux personnes âgées l'activité qu'elles préfèrent, c'est aller dehors, c'est aller acheter la mousse à raser dans la supérette du coin. Comment on les amène? Comment on développe aussi et on maintient l'autonomie, c'est extrêmement important. Et là, je rejoins effectivement l'humanitude. Comment on respecte l'intimité, pas que l'intimité dans la chambre, l'intimité lors de la toilette également. On va aussi voir des choses comme demander si l'eau est froide, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, nous, mais l'eau est froide. La communication avec les familles, comment on travaille une relation et une communication bien traitante avec l'usager, et puis comment on travaille la bientraitance, la lutte contre le risque de maltraitance et la gestion des faits, et tout ce qui tourne autour des ressources humaines. Voilà pour résumer. Madame la rapporteure. Oui, merci. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'informations qui sont disponibles sur le portail de la CNSA. Selon vous, quelles sont les informations complémentaires qu'on pourrait amener sur ce portail et qui permettraient de donner un avis sur la qualité de l'établissement et qui pourrait mieux renseigner les familles ou les futurs résidents?
Merci. La question de la définition et en tout cas d'une présentation de la vie dans la structure serait bienvenue. La présentation d'une spécialisation un petit peu du prendre soin quotidien serait bienvenue aussi. Je me permets de reprendre comme ça un petit peu les critères de notre label derrière. Nous espérons, nous souhaitons, nous rêvons et nous y parvenons dans les établissements qui se labellisent qu'on pourra proposer 0 soin de force sans abandon de soins. C'est-à-dire que jusqu'au bout, on pourra être accompagné debout jusqu'au bout. On pourra donc respecter son intimité, sa singularité, ses choix de vie, ses rythmes de vie, 24 heures sur 24. On pourra aussi être ouvert sur l'extérieur. Et franchement, quand vous libérez les soignants, quand vous libérez les équipes et quand vous leur donnez les moyens d'accompagner ces personnes avec ces techniques de prendre soin, vous libérez l'énergie et là, vous libérez les critères que vous pouvez mettre en œuvre vis-à-vis des familles. Je voulais préciser, la question de la labellisation, c'est important parce qu'un label, vous pouvez le perdre. Et ça, c'est important de pouvoir maintenir l'énergie. Vous atteignez un degré, vous imaginez les équipes, elles passent, nous, en moyenne, 2-3 ans à atteindre ce niveau de qualité que nous avons conçu ensemble, qui est ce label Humanitude. Elles mettent plusieurs années à se former, à s'évaluer, à s'entraider, à vraiment être en mode projet. Hein. Et puis, elles obtiennent le label. Et puis, parfois, parce que la vie change ou parce que peut-être autour, il nous manque une vision positive de la fin de vie ou du vieillir debout. Parfois, peut-être que des équipes peuvent lâcher. Et si elles lâchent, nous, dans notre démarche, le label n'est pas donné ad vitam aeternam, évidemment. Il est donné pour 5 ans avec une auto-évaluation à produire tous les ans et à partager avec tout le monde. Et une contre-visite au cours des 5 ans. C'est-à-dire que la visite externe d'experts qui viennent vérifier que vous tenez bien les critères du label, c'est important. Et en effet, l'intérêt aussi d'un label, c'est qu'on peut le perdre. Firmin Le Bodo, vous Oui, voulez poser une merci, question. Monsieur le Président. J'ai visité beaucoup d'EHPAD. J'en ai visité un il n'y a pas très longtemps avec le label Humanitude. Et je vous rejoins sur le fait que l'investissement des personnels pour l'obtention d'un label, c'est quelque chose qui est assez puissant et qui est assez fort. Mais on voit bien que dans le process d'évaluation, c'est la somme de tout ce qu'on entend qu'il va falloir mettre en œuvre pour que l'évaluation soit globale. C'est bien ça qui est intéressant. Personne n'a raison tout seul et sans doute que le label Humanitude, si puissant soit-il, si intéressant soit-il, ne suffit pas. Parce que derrière, il y a aussi besoin d'autre chose. Et je vous ai vu, c'est marrant de regarder vos réactions quand on est face comme ça sur les rails. Oui, les rails, ça peut être aussi, même si dans le label peut-être, ça peut être aussi un moyen technique d'aider à un moment donné, parce qu'on a beau être labellisé Humanitude, peut-être qu'à un moment, on est un peu plus fatigué que d'autres, et que de pouvoir, ou pas, disposer de ces moyens techniques pour nous aider à ce jour-là, lorsqu'on est un peu moins en forme, accompagner le mieux la personne est sans doute quelque chose d'important. La question qui pourra peut-être se poser à nous, c'est dans le process d'évaluation, quelle place on donne au label ? Faut-il donner une place au label ? Je mets une question, hein, c'est pas... parce que c'est à force d'écouter et de visiter, c'est quelle est la place des labels dans l'évaluation ? Et justement, sur la place sur ce qu'on regarde sur la CNSA, est-ce que un label est gage de ? Non, mais c'est toutes les questions qui devront se poser à nous et quelle place on leur donne dans le process d'évaluation et dans le TripAdvisor de l'EHPAD qui sortira sur la CNSA. C'est vraiment une question sur laquelle il faudra quand même réfléchir parce qu'on voit bien que... Voilà. Après, il y a des structures qui sont très bien organisées, qui sont des très belles structures, qui ne vont pas au label pour des raisons X, Y ou Z d'ailleurs, parce que la question ne se pose même pas, parce que le président du conseil d'administration n'a peut-être pas rencontré la personne ad hoc au moment où il faut, ou j'en sais rien. Mais je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir se poser toutes ces questions. Vous pouvez juste, Monsieur Thomassi. c'est que je pense aussi qu'il faut laisser... il y a des établissements qui ne sont pas labellisés, qui vont très bien.
Heureusement, heureusement, heureusement. Mais je pense que le portail de la CNSA, tout en se comment dire, protégeant de tous les problèmes juridiques, devrait pouvoir laisser la place aux établissements de dire voilà ce que nous on a. C'est-à-dire label ou autre chose. Après, si l'établissement ment, là on est sur de la publicité mensongère. Moi, dans un établissement, j'ai eu la DGCRF qui est venue et qui a vérifié que mon livret d'accueil n'était pas mensonger. Donc il y a des contrôles pour ça. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de lisibilité sur les établissements qui vont bien. Et je me dis que les petites graines, enfin, alors j'espère qu'il y en a beaucoup de graines quand même, hein, mais que tous ces établissements qui vont bien donnent envie à d'autres d'aller vers des labels, vers d'autres techniques. Mais je pense, oui, qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de liberté sous la responsabilité du chef d'établissement sur les propos et voilà, les choses qui sont indiquées. Pôle emploi le fait bien. Pôle emploi, pour vous donner un exemple, nous sommes libres de marquer ce qu'on veut sous l'annonce et il y a juste une vérification quand on fait les annonces d'emploi, des vérifications juridiques, mais on est libre de décrire les choses. Donc je pense qu'il y aurait un peu plus de liberté au niveau du portail de la CNSA et d'autres supports. Voilà, avec toutes les réserves juridiques possibles. Madame la rapporteure. Oui. Finalement, sur la question du référentiel, beaucoup de professionnels sont assez unanimes sur la nécessité d'avoir un référentiel. Et la vraie question, et ce vers quoi il faut converger, c'est ce que l'on met dans ce référentiel pour justement, et je reviens sur la question de tout à l'heure, nous avons finalement des évaluations internes, des évaluations externes, les indicateurs de l'ANAP, des labels, un tas de systèmes d'évaluation. Et in fine, me semble-t-il, aujourd'hui, on est quand même en difficulté pour avoir simplement, rapidement, quelque chose qui quand je dis nous permettre, je me mets en situation d'être un résident qui cherche un établissement ou une famille qui veut. Et finalement, c'est extrêmement difficile de pouvoir apprécier l'établissement qu'on choisit. Et je crois que tout l'enjeu du travail que nous faisons, c'est de trouver le moyen le plus objectif possible, le plus représentatif de cette qualité globale perçue et offerte, puisqu'elle n'est pas que perçue, elle est bien sûr offerte. Et c'était en ce sens que tout à l'heure, je vous posais la question de votre avis sur la manière de pouvoir avoir cette appréciation. Je crois que si j'additionnais les indicateurs qu'il y a ici ou là dans tel et tel système d'évaluation, on arriverait à un nombre d'indicateurs qui, selon moi, dépasse largement les 500 ou 600. Donc c'est clairement extrêmement difficile à exploiter, à synthétiser et à donner une vision la plus objective possible, globale. Donc c'était le sens de ma question. Et puis il y a un autre point que j'aimerais voir avec vous. Moi, j'ai rencontré aussi un certain nombre d'établissements qui s'étaient engagés dans le label Humanitude avec quand même des formations qui sont assez complètes, assez longues, assez lourdes et qui ont adhéré au principe, au concept de l'humanitude. Mais finalement, j'ai entendu un certain nombre de personnes me dire c'est bien, on a fait la formation Humanitude, on a vraiment voulu appliquer ça dans notre quotidien. Et comme on n'y arrive pas, eh bien finalement, nous avons le sentiment de travailler en contre-valeur. Et donc voilà, comment est-ce que vous pouvez expliquer cela ? C'est justement... Moi, j'ai connu des établissements où on a fait les formations Humanitude. Mais les formations Humanitude ou toute autre formation de bien-traitance, si elles ne rentrent pas dans un management global de l'établissement, si elles ne rentrent pas dans le saupoudrage, pour réussir dans un label, il faut que 100% des personnels soient formés dans un cours
de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, en tant que chef d'établissement, c'est rencontrer les représentants syndicaux et dire, ben, durant 2 ans, on ne fera pas d'autres formations. Grosso modo, il faut deux années de plan de formation pour financer totalement. Eh ben, je l'ai fait sur un des derniers établissements que j'ai pris. Je leur ai dit, voilà, on va pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi de partir en humanitude? Mais c'est vrai qu'en tant que chef d'établissement, eh ben, j'ai été voir les syndicats en disant, on ne fera pas d'autres formations. Mais la première clé, c'est tout le personnel formé en peu de temps. Si on fait le saupoudrage, mais ça c'est valable pour l'humanitude comme toute autre formation, quand on distribue, quand on fait nous ce qu'on appelle du clientélisme dans le plan de formation, voilà. La deuxième chose, c'est clairement, c'est le triptyque médecin coordinateur, infirmière coordinateur et directeur. Si c'est pas porté, si l'humanitude ou n'importe quel label reste que l'affaire des soignants, ça ne marche pas. Il faut vraiment... et une des premières choses, c'est nous, directeurs, c'est nous sortir du marasme, c'est pas nous dire on n'y arrivera pas parce qu'on n'a pas d'argent. Il faut vraiment que nous, notre métier de manager, c'est d'accompagner les personnels à croire qu'on peut faire bien avec les financements qui sont aujourd'hui. Voilà. Donc, je pense que sinon, si le directeur, dès le départ, dit... c'est pas possible. Moi, voilà. Donc, je pense qu'il y a le côté management qui est important. Et donc, dans les établissements où on n'y arrive pas, c'est que je pense qu'il y a eu un loupé dans le management et dans l'accompagnement. Mais l'humanitude n'est pas l'affaire des soignants. Elle est l'affaire de tous les personnels. On essaiera de conclure assez rapidement parce qu'il y a une autre audition dans la foulée. Après. Je pense qu'on a une problématique sur le terrain. Déjà, c'est la différence entre bientraitance et maltraitance. On est dans un concept qui a été prononcé pour la première fois par Philippe Bas à l'époque, en 2007. Et voilà, la bientraitance. Et en fait, on a un peu oublié. Et j'ai parfois des clients qui m'appellent et qui me disent « j'ai une formation sur la bientraitance » et quand je pose la question « où vous en êtes dans la prévention de la maltraitance ?» qui me répondent « ah, je préfère... rester positif et parler bientraitance. » Il me semble que ça, c'est essentiel. C'est de mettre la bientraitance au rang d'un droit de l'usager. Je pense que ça serait important de la mettre là. Par contre, tout ce qui est maltraitance, on est bien d'accord qu'on est dans le cadre de la prévention des risques. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi travailler les deux de chaque côté et que travailler la bientraitance, c'est pas suffisant. On disait tout à l'heure, vous disiez monsieur, en fait c'est une culture qu'il faut qu'on crée. C'est une culture de prévention. D'un côté, c'est une culture de développement de la culture de cette bientraitance. Et là, on a besoin d'en connaître les définitions. Une culture, elle s'inscrit dans une définition commune. Il y a une commission qui s'est créée le 19 février où l'objectif, un des objectifs de cette commission est de créer une définition de la bientraitance. Moi, j'ai envie de dire, on l'a déjà. Il suffit d'ouvrir la recommandation de bonne pratique professionnelle de 2008. On a une excellente définition. Maintenant, on la comprend mieux qu'en 2008. Si les choses, il y a des choses acquises quand même, il y a des choses qui ont avancé. Et donc, pourquoi ne pas partir de là? Effectivement, c'est porté par les directions, mais c'est porté par l'État, c'est porté par les journalistes. C'est tellement facile d'aller faire un reportage quand il y a un pépin dans un établissement. Et c'est porté aussi pour les labels. Parce qu'un label, on ne l'a pas dit non plus, mais ça change l'image de marque du jour au lendemain d'un établissement. Et alors, je vais amener j'ai des petites choses là. On a eu un mémoire de fin d'études sur un master, c'est sur les effets, sur les ressources humaines du label de 3 EHPAD au bout d'1 an de labellisation. Tout à l'heure, effectivement, vous avez raison, Madame de Vivi, on peut perdre le label. Eh bien, moi, je peux vous garantir que ceux qui ont été labellisés il y a 1 an, ça a créé un cercle vertueux de développement de la culture de la bientraitance. Et aujourd'hui, ces établissements sont meilleurs que quand on les a labellisés. Et tellement fiers de porter ça. On a plus de demandes quand même dans l'établissement. La liste d'attente est un petit peu plus longue, donc comme quoi ça correspond à une demande de la part des familles. Et on a même beaucoup plus de candidatures spontanées avec des personnels qui veulent effectivement travailler dans ces conditions-là. Donc, alors vous disiez tout à l'heure évaluation externe, et finalement on se rend compte que ces évaluations externes, et tout à l'heure, j'ai pas eu l'occasion de répondre. Moi, aujourd'hui, je refuse d'en faire. Pourquoi? Parce que c'est la foire d'empoigne sur les tarifs. Le décret 2007 était extrêmement exigeant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on voit en 2 jours sur un établissement? On a eu en 2015 24 500 établissements évalués dans la même année. C'était une catastrophe en termes de formation, en termes de temps. Tout le monde n'a pas investi ça. Donc, j'espère que les choses vont changer. De toute façon, elles ne peuvent pas rester en état.
par rapport à l'évaluation externe, il y a d'énormes critiques sur le terrain par rapport à cette évaluation externe et tout le monde, effectivement, attend. Et attend sur 36 000 établissements sociaux et médico-sociaux. Donc effectivement, le label, il peut être effectivement une réponse à ceux qui ont fait du bon boulot, qui là, si ça ne change pas, sont prêts à lâcher. Se dire à quoi bon finalement, ils ont investi du temps avec leur personnel, ils ont investi de l'argent dans la formation, et aujourd'hui, ils n'ont pas été valorisés. Alors c'est vrai que nous, on arrive avec nos labels, et c'est un moyen effectivement de les valoriser. Mais vous avez raison, alors les labels aussi ont une exigence derrière, je crois qu'on porte aussi des valeurs derrière, et on porte une exigence aussi dans les labels. On n'a pas fait ça pour aujourd'hui les donner, c'est pas l'école des fans. En tout cas, voilà l'engagement qu'on peut proposer sur les labels. Peut-être un mot de conclusion, Madame la rapporteure. Une petite question, la réponse peut être très courte et puis je te passe la parole après. Quel est l'investissement, le coût d'une labellisation pour un établissement ? Alors, la première visite de 2 jours, on est à 2 900 € hors taxe. 2 jours avec la préparation, le rapport, la plaque. Après, vous avez la visite de labellisation qui peut être dans les 2 ans, on est à 2 100 €. Et au bout de 2 ans, 900 € pour s'assurer que le label a été maintenu. Donc, on est sur des coûts qui sont bien inférieurs à une évaluation externe. Alors, c'est ce qu'on a voulu. On aura une 3e journée pour les plus gros établissements. Ce qui a été important, moi en tant que présidente, parce que je travaille avec des SIAD qui sont des tout petits services, qui font un boulot exceptionnel, c'est que le label soit accessible même à ces tout petits services. Quand on regarde sur un budget de GEPAD, on est sur du 0,% de l'établissement et une bientraitance qui rentre auprès de tous les acteurs, tous les personnels, est très rassurant pour les familles. Bien, merci Madame Firmin. Oui, Monsieur Isaac Sébille, vous aviez une question. Une petite question. Effectivement, le label permet de distinguer les établissements par rapport à d'autres. Premièrement, je pense en même temps que l'évaluation interne et externe, c'est un petit peu la même chose, qu'il faut se donner effectivement un esprit pour améliorer. Et donc la question que je posais, c'est effectivement tous les établissements médicaux sont dans une certification, qui est un petit peu obligatoire. Éventuellement, est-ce que effectivement, les établissements comme les EHPAD ne devraient pas rentrer effectivement, donc il faut sans doute évaluer ce qui se passe au niveau de la certification des établissements médicaux. Et je pense que, alors vous seriez en avance avec votre label, dans le sens où vous auriez déjà fait le travail, mais la question qui se pose, c'est effectivement s'il ne faut pas que l'ensemble des EHPAD soient certifiés comme le sont les établissements médicaux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Agostino. Oui, travaillant dans un hôpital avec la particularité d'avoir des secteurs de court séjour et SSR et de l'EHPAD et du soin de longue durée, je pense qu'en effet, ce serait une démarche tout à fait appréciée de pouvoir avoir le même type de certification, sans oublier bien entendu les enjeux spécifiques qu'il y a dans le domaine médico-social et sur lesquels il faudrait tout à fait mettre l'accent. Cependant, voilà, un référentiel comme celui que propose l'HAS avec ses enjeux spécifiques et les évaluateurs formés, ce serait vraiment, je pense, une grande avancée dans la qualité et dans l'accompagnement au niveau managérial que nous pouvons avoir du parcours qualité. Avec pour compléter toute la communication sur ces rapports comme on a dans les hôpitaux. Aujourd'hui, rapport interne, rapport externe, tout ça ne sont pas affichés. Rien. On est dans une... Isaac Sébille. Qui? D'accord. Donc je laisse reposer la question. Le rapporteur a encore une question sur laquelle... Et pour Humanitude, on ne vous a pas passé la parole sur la question relative au coût. La démarche de labellisation ressemble financièrement à ce que le label Bientraitant a fait aussi. On est parti sur un coût autour de 5 000 € pour la question de la labellisation sur plusieurs années. Et on essaye en fait de compléter, enfin on complète, les établissements complètent cette démarche avec les coûts de formation. Et donc ils financent ces formations en fonction des équipes à former, sur les plans de formation, dans le cadre de leur CEPOM.
l'enjeu qu'on a, c'est d'essayer d'aider à objectiver et à pérenniser. La démarche de labellisation, c'est une démarche de pérennisation des enseignements qui sont proposés dans les stages, dans les formations actions que nous menons, et qui va derrière aboutir à une démarche que l'établissement soit labellisé ou pas. L'important, c'est vraiment tout ce référentiel sur lequel tout le monde converge et chaque service le prend à sa main est fier de grandir dans la qualité de la prestation qu'il propose. Je vous dirais juste avec un peu de malice que le coût n'est rien par rapport à toutes les recettes que ça. Voilà. Mais vous saviez que j'allais vous le dire, donc. C'était pas le sujet, si j'ose dire, c'était juste une. Voilà. Peut-être. Je voudrais juste donner un exemple par rapport à la bientraitance. Nous avons contacté les conseillers départementaux il y a une quinzaine de jours et vous avez celui de la Vienne qui nous a donné un relais. Parce que, alors, moi, je tiens à dire qu'on est une société coopérative d'intérêt collectif, qu'on travaille en bénévole depuis 3 ans sans aucune subvention. On est un peu fatigué là quand même. Et donc, on a contacté les députés, les députés et on a contacté les conseils départementaux et celui de la Vienne nous a donné un coup de main. Il a envoyé la plaquette du label dans les EHPAD de son département et dans la demi-journée, on avait 4 appels et là, on est à 7 appels dans la quinzaine de jours. Donc, en fait, ça répond aussi à une demande de valorisation. Quand on a labellisé, on a vu des gens, des personnels qui étaient en larmes. Faut pas oublier que tout ce secteur, aujourd'hui, on a besoin énormément de cette valorisation. Et la preuve, si voilà, on donne un petit coup de pouce au label sur la communication, et vous pouvez être des relais là-dessus. Nous, on peut vous assurer que derrière le boulot et le boulot sur la bientraitance, on y va. Et puis peut-être aussi que les journalistes, là, effectivement, ils pourront parler de bientraitance. Et on travaillera au changement d'image. Parce qu'aujourd'hui, qui est-ce qui rêve dans cette salle-là, on n'est pas... Tous les gens qu'on rencontre dans les EHPAD, il y a une chose, on est sûr, c'est que toute leur vie, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas y aller. Donc, et aujourd'hui, ils y sont. Donc, on n'oublie pas une chose, c'est que voilà, on travaille à notre avenir, et il faut qu'on soit actif et qu'on y aille. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je laisse la parole à Madame la rapporteure pour le mot de conclusion. Merci de vos contributions à cette réflexion, donc qui, je le rappelle, est centrée sur l'évolution des démarches qualité dans les EHPAD et qui est un premier pas vers l'ensemble de la réflexion sur les établissements sociaux et services médicaux sociaux. Et donc, cette réflexion vise à l'établissement d'un rapport qui sera transmis au ministère et qui viendra également alimenter la réflexion de l'HAS qui s'est vu confier la mission de l'évaluation des ESSM. Voilà, je vous remercie.